Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur un jeu vidéo que j'affectionne particulièrement, le jeu vidéo Life is Strange 2. We started a journey through the great big forest. Who can stop us? Nobody. I know who you are and what you did. Life is Strange 2 est un jeu vidéo développé par Dontnod, un studio français, et édité par Square Enix, un éditeur japonais. J'adore cette saga, Life is Strange 1 étant un de mes jeux favoris, dans le top 10 de mes jeux favoris. Ici, je vais pas parler du premier ni du 1,5 Before the Storm, mais je vais parler de Life is Strange 2. Pour ceux ne connaissant pas la saga Life is Strange, il s'agit d'une licence de jeux vidéo où tout est misé sur l'histoire, moins sur le gameplay. Il s'agit plutôt de gameplay où on se balade, où on appuie au bon moment et où on a des dialogues interactifs. Le principe par contre de ces dialogues font que ça impacte les choix, également nos actions. Tous nos actions et dialogues peuvent impacter les choix et nous avons au moment des choix cruciaux qui impactent l'histoire par la suite. Par exemple, dans la fin de Life is Strange 1, on peut choisir soit, attention c'est un spoiler, soit de sauver Arcadia Bay mais de sacrifier, soit de sauver notre couple ou notre relation avec Chloé, mais de sacrifier Arcadia Bay, la ville. Dans Life is Strange 2, nous incarnons Sean Diaz. Au début de l'histoire, nous vivons chez notre père, car notre mère nous a abandonnés avec notre frère Daniel. À un moment, lorsque nous préparons une fête, notre voisin nous importune et importune notre frère Sean Diaz, petit frère. À ce moment-là, le père s'en mêle également et la police arrive pour une patrouille et du coup pointe une arme évidemment sur la famille Diaz puisque c'est une famille de Mexicains alors qu'en face c'est une famille de Blancs. Le fait est que la police tue le père Diaz parce qu'il est entre guillemets menaçant et à ce moment-là, Daniel, dont on ne savait pas qu'il avait des pouvoirs, lance une sorte de pouvoir qui explose tout et qui va mettre en blackout tout le monde. Le problème de ce blackout, c'est qu'il a entraîné la mort du policier qui a tué le père Diaz. Et là, Sean a pris la décision de s'enfuir loin de la maison avec son frère Daniel pour le protéger, car Daniel est en soi et Sean sont suspectés de meurtre, puisque ce sont les personnes qui s'enfuient. S'ils restaient là, on aurait dit ah bah du coup c'est les frères Diaz qui ont tué le policier et du coup il partira en prison par stigmatisme du fait que ce soit mexicain. Le but de Sean est d'arriver à une ville qui s'appelle Puerto Lobo. C'est une ville au Mexique, donc passer la frontière mexicaine dans l'autre sens, pour en fait vivre en paix et ne plus être pourchassé par la police et pour vivre en paix avec son frère Daniel. C'est une ville que leur père leur a raconté multiples fois. Comme ce jeu est un jeu épisodique, je vais aborder chaque épisode un par un, vous donner mon ressenti sur chaque épisode pour après faire un ressenti global. Donc le problème de cela, c'est qu'il va y avoir des spoilers. Donc à partir de maintenant, je vais parler de chaque épisode un par un, d'à peu près l'histoire et de ce que j'ai ressenti par épisode, les épisodes qui m'ont plus ou moins déçu. Am I a monster? You're different. You've got each other. Ce jeu comporte 5 épisodes. Le premier épisode, c'est l'épisode de la fuite où on s'enfuit après l'explosion, on va dire, après le fait que Daniel Diaz a tué le policier, sans faire exprès évidemment. Daniel Diaz n'est pas au courant que son père est mort, parce qu'il ne se souvient pas des événements qu'il s'est passés lors de l'explosion, et durant cette journée-là. Du coup, ça va être un élément crucial qui va arriver dans la suite de l'aventure. Donc là, je vais aborder, attention, le premier épisode plus en profondeur. Durant leur cavale, Sean et Daniel vont arriver dans une station-service. Dans le but, évidemment, de s'acheter à manger, de s'acheter des endroits pour dormir, comme des tentes, des matelas, etc., avec un argent limité. Le problème étant que le gérant, qui arrive un peu après, va croire que Sean et Daniel sont des voleurs, puisque ce sont des Mexicains, et que le gérant est profondément raciste, sûrement. Le gérant attrape Sean par le bras, Daniel a le temps de s'enfuir. Il enferme Sean dans une réserve et empoigne Sean avec des menottes. Il appelle la police, le gérant appelle la police. En attendant que la police arrive, Daniel arrive à retrouver Sean et aide Sean à se libérer. Le problème étant que Sean va s'emporter encore une fois et va assommer le gérant et ils vont au passage prendre un chien qui était adopté dans la station-service. À la sortie de cette station-service, ils rencontrent un journaliste. Ce journaliste va les aider à s'enfuir loin de là et va les déposer à un motel avec un peu d'argent, avec un peu de quoi manger, etc. Il va leur payer une chambre pour la nuit. Dans le motel, Daniel va allumer la télévision et va se rendre compte qu'il y a une actualité sur eux, sur le père Diaz qui est mort, ainsi que la police qui est morte,
Et là, Daniel découvre la vérité sur la mort de son père. Ça, c'était la fin de l'épisode 1. C'est un épisode qui est assez impactant, puisque toute l'histoire se prend là, au moment où le policier meurt et au moment où on part en cavale. On se demande si vraiment c'est utile de partir en cavale, mais après, on comprend aussi que le personnage veut protéger son frère au plus haut possible et ne pas vivre une vie de prisonnier, puisqu'il y a une stigmatisation assez forte des Mexicains, et du coup ils ne veulent pas être emprisonnés, et il veut protéger donc son frère, donc il veut s'en aller en Mexique pour cela. Le problème étant que c'est un épisode qui, je trouve, se déroule quand même assez rapidement. Les événements dans la station-service vont assez vite, et on ne comprend pas parce que moi j'ai fait le choix personnel de ne rien voler dans la station-service. On pouvait voler dans la station-service. Le problème, c'est que le gérant arrive et nous demande de fouiller le sac. Et là, Sean se rebelle en disant que non. Et là, moi, je ne comprends pas ce choix, parce qu'en soi, je n'ai rien fait. Parce que j'aurais bien dit oui, mais le dialogue ne me le proposait pas. Je trouve que c'est un peu une erreur narrative. Si on me proposait que oui, je pouvais fouiller, il aurait fouillé, on serait parti, pas de problème. Sauf que là, en fait, Sean fait exprès de ne pas le montrer, donc c'est suspicieux de la part du gérant, sans compter son racisme qui a rajouté. Le problème, je trouve que le côté narratif, là, a été un peu manquant sur le choix. C'est un peu dommage. Maintenant, je vais entamer l'épisode 2. I need Focus. You can do this. to know. Whoa! Holy shit! I did it! It's time to go over the rules. The first one. Hide your power. Stop it, you crazy? L'épisode 2 est un épisode assez poignant et assez touchant, où on va en savoir plus sur la famille de Sean et Daniel. Tout commence après une petite ellipse de temps entre la fin de l'épisode 1 et le début de l'épisode 2. Ils trouvent, dans une petite forêt, un endroit où dormir, une petite cabane. Dans cette cabane, ils vivent à 3, donc Sean, Daniel et le chien. Et Sean entraîne Daniel à utiliser son pouvoir grandissant. Donc au départ, il soulevait des petits cailloux, maintenant il soulève des gros rochers. Donc il aide petit à petit à entraîner son pouvoir qui grandit et qui prend de l'impact. Cependant, malheureusement, Daniel, avec le froid, qui est assez, parce que c'est l'hiver et qui est assez persistant dans la forêt, avec le froid, tombe beaucoup malade. Et ils n'ont plus de médicaments, plus trop de nourriture et plus d'argent. Ils décident donc de partir ailleurs, de s'enfuir, et ils décident d'aller voir leurs grands-parents. Mais avant cela, juste avant leur départ, ils laissent le chien sortir pour aller faire pipi. Sauf qu'il se trouve que le chien disparaît. Daniel poursuit le chien, et Sean se rend compte que ni Daniel ni le chien ne sont là, donc il part après leur poursuite. Il découvre des traces de sang, et il découvre également que, en fait, un cougar a tué le chien. De mon côté, j'ai décidé que Sean arrive à contrôler Daniel et à ne pas utiliser le pouvoir sur le cougar pour éviter de tuer le cougar, qui est juste un animal qui a faim. Après cette péripétie assez touchante et assez émouvante, parce qu'en fait on enterre le chien, on n'enterre pas vraiment le chien parce que le cougar s'en va avec, mais avec ce moment assez touchant quand même, puisque on, entre guillemets, enterre le chien, on fait une petite croix sur une tombe, etc. Donc un moment poignant. Les frères Daniel décident donc de partir chez leurs grands-parents. Les grands-parents, ce sont les grands-parents du côté maternel. Du coup, c'est du côté de la mère qui les a abandonnés. Ils arrivent chez les grands-parents ont également aucune nouvelle de leur fille. Du coup, ils comprennent un peu le sentiment de Sean et Daniel et décident d'aider les deux frères sous condition de règles, c'est-à-dire de ne pas sortir de la maison. C'est normal parce qu'ils sont poursuivis par les policiers, et s'ils découvrent que les fuyards sont ici, ils vont décider d'arrêter les personnes et mettre en complicité en plus les grands-parents. Mais les grands-parents, étant proches de famille, et comme c'est pas loin de Noël, décident de garder Sean et Daniel et de vivre avec eux le temps qu'il faut. Chez les grands-parents, Daniel décide de jouer évidemment dans le jardin avec Sean, et il y a un enfant dans le voisinage à côté qui se fait jouer le rôle de Captain Spirit, un enfant dont il est élevé tout seul par son père alcoolique et par moments violent. Donc Daniel et l'enfant voisin décident de devenir forcément amis. Donc du coup là, Daniel se trouve vraiment comme un chez-soi, avec un ami, ce qu'il n'a plus depuis longtemps, avec une sorte de famille, avec des grands-parents, mais du coup ça reste des parents pour lui. Donc Daniel est heureux, tandis que Sean veut quand même, au bout d'un moment, aller à Puerto Lobo. Le voisin propose à Sean et Daniel d'aller, lorsque les grands-parents sont à l'église, chercher un sapin en ville, du coup enfreindre la règle de ne pas sortir de la maison. Malgré les réticences de Sean assez prononcées, il décide d'y aller. Là-bas, Sean rencontre une fille qui s'appelle Cassidy, une fille qui vagabonde, qui n'a aucun toit et qui vagabonde de train en train
pour vivre, voilà, en tant que vie de vagabond sans domicile fixe. Ils sont revenus chez leurs grands-parents. La police a découvert que Sean et Daniel habitent là-bas, parce que les personnes ont dénoncé Sean et Daniel lorsqu'ils étaient en ville pour acheter le sapin de Noël. La police arrive donc chez les grands-parents. Les grands-parents décident de divertir les policiers en indiquant une porte arrière pour que Sean et Daniel puissent s'enfuir, et donc ils redeviennent des vagabonds. Cet épisode est extrêmement touchant de mon point de vue, je trouve, déjà pour la mort du chien, le fait que Daniel se plaise à un endroit et finalement on est obligé de repartir parce qu'il y a des gens qui ont dénoncé, alors qu'il voulait juste une vie normale et heureuse. Le fait qu'il ait trouvé un ami, que Daniel ait trouvé un ami, je trouve vraiment que cet aspect est assez prononcé dans le sens où on a beaucoup d'émotions et on se retrouve donc assez impacté dans le fait de devoir repartir. On se dit non, putain, on va pas repartir en cavale encore une autre fois, alors que finalement on a l'impression que la vie s'est stabilisée. Évidemment, c'était l'épisode 2, donc on savait très bien qu'il y avait 3 autres épisodes derrière où tout va se jouer derrière, mais cet épisode 2, c'est un moment un peu d'accalmie à partir d'un moment chez les grands-parents, un moment de bonheur après ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'est un moment de pause, mais malheureusement, toute pause a une fin, et là, on repart sur la fuite. L'épisode 3 se concentre principalement sur Sean et la jalousie de Daniel. Don't pull a kid into your stupid crap. Your brother needs a lesson. You all need a lesson. What are you doing? It's my power, not yours. What the? Dans l'épisode 3, Sean et Daniel, du coup, se sont enfuis, et ils retrouvent donc Cassidy et son groupe de vagabonds. Ils dirigent un campement dans une forêt, et à côté, il y a une ferme d'herbe, et ils travaillent donc au black dans cette ferme d'herbe, où donc les dirigeants exploitent des gamins pour cueillir de l'herbe et les impacter. Voilà, clairement, c'est pas ouf, il les paye en espèces pour qu'ils puissent vivre derrière. Sean décide de garder cet argent, de cotiser un maximum pour pouvoir s'enfuir à Puerto Lobo facilement. Daniel commence à devenir très confiant avec son pouvoir et commence à avoir un pouvoir qui grandit de plus en plus. Cependant, Daniel également éprouve une immense jalousie parce que Sean ayant retrouvé Cassidy, et Sean et Cassidy sont en grand flirt, très grand flirt, et du coup Sean passe beaucoup plus de temps avec Cassidy et le reste du groupe que Daniel. Du coup Daniel va se retrouver à introduire un ami, un autre vagabond, qui s'appelle Finn. Mais Finn, malheureusement, est de mauvaise fréquentation. J'ai dit que Sean se rapprochait violemment de Cassidy, il se trouve que Sean tombe amoureux de Cassidy et se fait totalement dépuceler par Cassidy. Donc du coup, apparemment ça n'a pas duré très rapidement, ça a duré 2 secondes, mais au moins, on va dire qu'il s'est dépucelé, et il se trouve que Cassidy aime également Sean en retour. Pendant que Sean et Cassidy faisaient leur coup, il se trouve que Finn a convaincu Daniel plutôt d'aller voler le coffre-fort de la ferme à l'aide du pouvoir de Daniel. Le problème avec ça, c'est qu'évidemment, les personnes qui sont en charge de la ferme sont armées. Sean s'en rend compte, après son petit coup, en recherchant Daniel en sortant du campement. Il ne trouve pas Daniel, et il se trouve que quelqu'un lui dit qu'il est parti avec Finn pour voler le coffre-fort. Donc Sean s'enfuit avec Cassidy rapidement vers la ferme, vole une voiture pour essayer de gagner la ferme le plus rapidement possible. On retrouve donc Finn et Daniel à 2 doigts de cambrioler le coffre-fort. Il se trouve que le propriétaire s'en rend compte, se lève et les menace avec une arme. Là, moi j'ai choisi le fait que Daniel utilise son pouvoir pour enlever la menace de la personne avec son arme. Son pouvoir étant ingérable maintenant, a créé une immense explosion qui a fait que tout le monde s'est évanoui, encore une fois, et a entraîné le fait que Sean soit blessé à l'œil. Et ça, c'est la fin de l'épisode 3. Cet épisode 3, je l'ai bien aimé, même si je suis un peu mitigé sur le fait de la jalousie de Daniel qui apparaît un peu trop rapidement. Je comprends que ce soit toujours son frère, mais là, ça apparaît un peu brut, le décoffrage. Le fait que Sean notre personnage principal, vive une histoire d'amour avec Cassidy, c'est vraiment touchant, et j'aime beaucoup cette relation, qui est une relation un petit peu de vagabond. Voilà, c'est une relation un petit peu, on sait que c'est éphémère. Mais c'est une relation touchante. Daniel, quant à lui, est vraiment énervant dans cet épisode, puisqu'il remet tout en question des ordres de Sean, qui est son grand frère, donc il devrait essayer de l'obéir, et en plus il se fait corrompre l'esprit par Finn, vraiment un mec qui n'a que des mauvaises idées et qui est une mauvaise personne de base. Dans le jeu, on pouvait choisir soit de se rapprocher de Finn, soit de se rapprocher de Cassidy. Naturellement, je me suis rapproché de Cassidy, puisque la relation avait l'air plus naturelle et instinctive auprès de Cassidy qu'auprès de Finn. Mais j'ai quand même particulièrement apprécié cet épisode, même si le moment où on doit préparer
était extrêmement long et très chiant. L'épisode 4 est un épisode un peu plus particulier, puisqu'il se concentre, il a plusieurs événements dans un seul événement. I want to help my brother. It's all I can think about. Dans l'épisode 4, on se réveille enchaîné dans un hôpital, puisqu'on est quand même fugitif et recherché, mais comme on était blessé, on était retrouvé dans un hôpital, puisqu'on a un œil en moins maintenant. Un morceau de verre ayant fait mal à l'œil, et du coup, on a perdu la vue d'un côté. Lorsqu'il est enchaîné, il apprend que Daniel, en fait, n'est pas à l'hôpital, mais que Daniel a réussi à s'enfuir avant que la police arrive à la ferme de Weed. Daniel donc s'est enfui, et donc Sean est évidemment affolé d'apprendre que Daniel est dans la nature. Sean réussit à s'enfuir de l'hôpital, il apprend que Daniel est dans une sorte d'église secte, dans une ville un peu au loin. Il décide donc de voler une voiture à l'hôpital et de s'enfuir avec jusqu'à cette ville. Entre l'hôpital et la ville où Daniel est, il se trouve que, à un moment, il est fatigué, il décide de dormir sur un terrain. Le problème, c'est que le terrain est protégé par 2 fermiers, dont un qui est extrêmement raciste et qui ne veut pas entendre une seule fois que Sean est en fait juste là pour dormir et se repart parce qu'il ne savait pas que c'était un terrain privé. Menacé d'un fusil, le fermier demande à Sean de sortir de la voiture, de danser dans la voiture, de faire des trucs. Alors, moi personnellement j'ai tout refusé. Il se trouve qu'en fait on s'est fait tabasser la gueule, comme pas possible. Et en fait ça montre encore une fois le côté raciste du côté contre les Mexicains. Vous verrez que le message est très appuyé dans ce jeu, c'est assez prononcé. Malgré tout, Sean arrive à repartir avec sa voiture, tombe en panne d'essence, ça arrive, il n'y a plus d'essence, du coup il finit son chemin à pied. Lorsqu'il est à pied, il rencontre un camionneur très gentil, adorable, et le camionneur lui propose de se reposer dans le camion pendant qu'il l'amène jusqu'à la ville de destination. Une fois que Sean arrive dans la ville et dans l'église où Daniel est, il se rend compte qu'en fait Daniel est totalement corrompu par la chef de l'église, qui est plus une secte qu'une église, et donc Daniel ne veut pas partir de cette église. Il se sent, entre guillemets, bien, son cerveau a totalement été corrompu par cette personne. Sean, du coup, se fait dégager violemment par le bras droit de la chef, qui est menaçant avec une arme, etc. Donc en fait, on est plus sur vraiment une secte. Il faut savoir que Daniel utilise ses pouvoirs devant une assemblée, devant des adeptes, et les adeptes donnent de l'argent pour soutenir l'église, qui est plus une secte, hein, clairement. Donc, clairement, la chef de l'église et son bras droit s'enrichissent totalement sur le dos de Daniel. Il faut savoir que d'ailleurs que la chef de l'église a été virée, on apprend dans l'histoire un peu, qu'elle a été virée de notre église parce qu'elle a un côté trop sectaire et un côté trop exagéré de ce que c'est que la religion. Voilà, elle est folle. Et là, lorsque Sean se fait dégager du camp, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'il y a sa mère derrière, sa mère qu'il a abandonnée durant toute sa vie, et elle aussi a été prévenue que Daniel est enfermé dans cette secte. Donc du coup, Sean et Daniel vont se parler tout court. Sean va avoir du mal à digérer le fait que sa mère l'a abandonné, évidemment, et Sean va petit à petit parler avec sa mère, mais du coup, il va passer son énervement contre sa mère à part, et va d'abord du coup donner tout crédit au fait de sauver Daniel avec sa mère. Du coup, ils élaborent un plan. Avec sa mère et également avec le frère d'une fille malade dans l'église, sauf que dans l'église, comment soigner les personnes, c'est avec Dieu. Voilà, évidemment, et pas avec des médicaments, ni avec de la médecine. Du coup, il se trouve que ce frère veut également sauver sa petite sœur malade. Du coup, à 3, donc Sean, sa mère et le frère de la fille malade, décident donc de sauver Daniel et la sœur malade en foutant le feu à l'église et en confrontant la chef de l'église. Daniel s'est rendu compte que en fait, la chef de l'église est totalement folle et qu'elle manipulait psychologiquement Daniel. Et du coup, Daniel avait pour choix, et moi j'ai refusé, soit de faire beaucoup de mal à la personne, soit de ne pas lui faire de mal. J'ai préféré ne pas faire de mal à la chef de l'église, puisqu'en fait, j'ai pas envie de rendre Daniel méchant. Je veux que son pouvoir il s'utilise de la bonté. Voilà. Mais ça, c'est des choix qu'on peut faire tout le long. Tout le long du jeu, on peut soit faire Daniel un voleur et quelqu'un qui fait du mal, soit quelqu'un qui fait du bien et qui ne vole pas. Je suis très mitigé sur cet épisode. Pour moi, c'est le moins bon épisode de tous, puisque déjà on nous bourrine le crâne avec déjà le fait que les Mexicains se font raciser, etc. Encore une fois, avec l'épisode de la voiture où gratuitement ils menaçaient et tout, enfin c'était ridicule. Je trouve cette scène était trop exagérée. Mais également avec le fait de, bizarrement sa mère est là, comme ça, dès qu'il se fait virer de l'église, hop, sa mère apparaît. Bon,
le timing est un poil, voilà, exagéré, mais également en fait que je trouve que l'Église et le côté sectarisme de l'Église ne sont pas assez prononcés. C'était une bonne idée d'avoir intégré Daniel dans un sort de secte qu'il utilisait, mais je trouve que c'était pas du tout prononcé comme il fallait. Il fallait que ce soit plus prononcé, plus violent. Enfin, pour moi, le côté sectarisme n'était pas assez trop lisse. On va arriver au dernier épisode. C'est l'épisode où la fin change selon tous nos choix d'avant. You can do it. Daniel! Daniel, talk to me! Daniel! Talk to me! I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. And I love you. I love you too, Sean. It's gonna be alright. Promise. You promise? Time to go. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Donc, au début de cet épisode, Sean et Daniel vivent avec leur mère dans, leur camp dans le camp de vagabonds où vit la mère. Voilà. Ils ont commencé à pardonner la mère et ils commencent à vivre une bonne vie avec la mère. Cependant, un jour où sa mère revient du marché et sa mère découvre en fait que les flics sont pas loin du camp et qu'ils vont arriver au camp. Sachant que Daniel vit sa vie avec sa mère, il est très heureux de vivre avec sa mère. C'est incroyable pour lui de retrouver une mère en fait. Sean prend la décision de partir avec Daniel du camp d'où vit sa mère, proche de la frontière, des anti-mexicains, voilà, appelons comme ça, qui pensaient que Sean et Daniel rentraient aux États-Unis, décident d'emmerder Sean et Daniel en menaçant avec des armes. Cependant, la police des frontières arrive et décide d'enfermer Sean et Daniel, qui sont suspectés d'être rentrés illégalement aux États-Unis, mais également les anti-mexicains d'avoir menacé avec des armes puisqu'ils sont complètement fêlés. Ils étaient complètement fêlés. Encore une fois, on est sur du racisme anti-mexicain. Sean et Daniel arrivent donc en prison et arrivent à se libérer de prison. Et on avait comme choix de libérer les anti-mexicains, ce que j'ai refusé, c'est des gros cons, mais également un couple mexicain qui, ça fait 4 fois qu'ils essayent, ou plus qui essayent de rentrer aux États-Unis, sachant que la femme est enceinte et ils voulaient vivre une meilleure vie aux États-Unis qu'au Mexique. Eux, j'ai décidé de les libérer. Voilà, ils avaient droit à leur chance, pourquoi pas. Juste avant la frontière, Sean et Daniel voient un barrage policier. Et là, malheureusement, c'est la fin du jeu. Donc la fin du jeu, en fait, là, moi, ce que j'ai eu comme fin, c'est j'ai décidé de foncer dans le barrage en utilisant les pouvoirs de Daniel pour écarter les voitures de police. Cependant, Daniel a décidé, et je trouve que c'est assez incohérent, mais c'est pas grave, de sauter de la voiture avant la frontière pour que Sean puisse passer tranquillement à la frontière, sachant qu'en fait, il n'y avait pas besoin, honnêtement. Maintenant, je trouve que Daniel a peut-être fait ça pour une autre raison. Je vais m'expliquer. Ma fin à moi, donc c'était je passe la frontière, je passe la frontière, Daniel a écarté les voitures, et je passe la frontière, et je vis à Puerto Lobo, alors que Daniel, en fait, va, entre guillemets, se faire arrêter, mais comme c'est un enfant, va être sous liberté conditionnelle avec un bracelet électronique, et va vivre chez ses grands-parents. Et là, c'est que je trouve, en fait, une bonne fin, c'est une des meilleures fins, je pense, parce que, en soi, Daniel vit avec ses grands-parents, qu'il a toujours voulu vivre, avec un ami à côté qu'il a toujours voulu avoir, en voyant de temps en temps sa mère. Donc en gros, il a tout ce qu'il voulait avoir, donc une famille en fait. Tout ce qu'il voulait, c'est une famille et des amis. Et de l'autre côté, on a Sean qui vit à Puerto Lobo, donc son but depuis le début, et il vit en fait finalement avec Cassidy, qui est arrivé également à Puerto Lobo avec lui, qui est arrivé plus tard évidemment. Et les deux s'échangent des lettres en fait, mais ne peuvent pas se voir, parce que Sean est interdit de rentrer aux États-Unis. Donc Sean, il va se faire arrêter s'il rentre aux États-Unis. Mais du coup, les deux vivent en fait, entre guillemets, la vie, même s'ils vivent pas ensemble, ils vivent quand même la vie qu'ils voulaient vivre. Donc d'un côté, Sean avec Cassidy, où il était tombé follement amoureux, et de l'autre côté, Daniel, qui vit avec ses grands-parents, des fois, de temps en temps, il voit sa mère, avec un ami, donc en fait, il a ce qu'il voulait toujours avoir, c'est-à-dire une vie normale, d'enfant normal, avec une famille et des amis. Personnellement, j'aime beaucoup ma fin, même si je considère que le sacrifice n'est
bon, le sacrifice n'est clairement pas utile, en fait. Il a sauté pour rien de la voiture. Vu comment ça a été dit, en fait, il a sauté pour rien. Après, la fin est bonne, mais c'est la raison qui est pas bonne, en fait, je trouve. Mais sachant qu'il voulait une vie stable, je trouve que le choix de Daniel est le meilleur choix qu'il ait pu faire pour sa vie. Cet épisode, pour moi, est a de très bonnes choses et à côté de très mauvaises choses. La très bonne chose, comme par exemple le fait d'avoir plusieurs fins, mais des très mauvaises choses comme le fait d'avoir une raison inutile du sacrifice ou encore une fois des anti-mexicains. C'est vraiment rajouter pour rajouter. Je vais maintenant résumer ce jeu en quelques points positifs et quelques points négatifs. Ces points positifs et négatifs reflètent mon avis personnel et je donnerai une note de mon avis personnel après. En point positif, c'est de forts moments émotionnels. Durant tout le jeu, on est bombardé de séparation, entre les séparations avec le chien qui meurt, les séparations des grands-parents, les séparations de son ami, les séparations de sa mère, les séparations du camp de vagabond. On a toujours plein de séparations. Toujours, toujours, on a des moments, chaque épisode, il y a des moments tristes. Chaque épisode, il y a des moments où on se rappelle nos parents, on se rappelle notre père qui est mort, on se rappelle des choses. Donc c'est quand même, le jeu est bien porté sur les émotions. Le deuxième, c'est l'histoire. Enfin, l'histoire est globalement, hormis quelques errances que j'ai racontées tout le long, bien écrite, et on a envie de connaître ce qui se passe par la suite, les tenants, les aboutissants, on a envie de connaître. En fait, cette histoire nous donne envie de progresser, de continuer, voir où vont aller les frères. Ensuite, tout le long du jeu, un autre bon point, c'est qu'il y a plusieurs fins et des choix impactants. Tout le long du jeu, on fait des choix. Par exemple, on a une voiture à un moment abandonnée, est-ce qu'on décide de péter la vitre pour voler à l'intérieur, ou de ne pas le faire? Ça, Daniel va petit à petit l'apprendre et va se dire, ok, donc j'ai le droit de voler. Donc du coup, Daniel va devenir de plus en plus, entre guillemets, rebelle, ou peut-être ou moins en moins rebelle. Dans le sens où moi, j'ai fait mes choix de jamais voler, j'ai essayé, de jamais tuer, j'ai essayé. J'ai toujours essayé de faire des bons choix, des choix moraux, qui font que, en fait, Daniel, à la fin, utilise son pouvoir de façon bonne, sans tuer personne. Alors qu'il y a des fins où, si tu t'es mis à voler et à tuer des gens, comme dans la femme de l'église, si tu t'es mis à tuer, eh ben, tu as décidé, à la fin du jeu, possiblement, et j'ai vu que oui, en fait, il peut tuer les flics pour passer. Voilà, sans aucun problème. Donc du coup, moi j'ai décidé de faire un Daniel moralement stable et on va dire normal. Donc avoir une poursuite de jeu assez normale en fait en soi. J'avais pas envie que Daniel devienne en fait un psychopathe. Avec son pouvoir, sachant qu'il a un pouvoir qui peut faire tout et n'importe quoi, il peut faire tout péter. Donc vaut mieux que Daniel a un bon pouvoir et à bon escient, mais plutôt qu'un pouvoir qui puisse tuer des gens. Ça, je voulais moralement quelque chose de stable. Ensuite, ça c'est un truc qu'il y a dans tous les épisodes de Life is Strange, mais je le note comme bon point. À la fin du jeu, on a des statistiques qui montrent tous les choix de tous les joueurs, sur tous les choix impactants. Par exemple, on a 66% des joueurs qui décident de faire ça, 45% des joueurs qui décident de faire ça, etc. Et du coup, ça permet de savoir si on est dans la masse ou au contraire, on a fait quelque chose de différent des autres. Trois quarts du temps, j'étais dans la masse, on va dire, mais des fois, il y a des moments où j'étais le seul à avoir fait où j'étais genre 15% des gens ont essayé de faire ce choix-là, et moi je l'ai fait avec. C'est des choix que tu prends, et c'est bien d'avoir des statistiques sur nos amis, sur les consoles, etc., mais également sur le monde entier. Et franchement, je trouve vraiment bien ce principe de comparer nos choix moraux aux autres. Ensuite, un avant-dernier bon point, on a la bande-son. Elle est magique. Voilà. La musique, elle est touchante, la musique, elle est impactante, c'est des bonnes musiques, franchement, on a une bande-son qui est travaillée, comme tous les épisodes de Life is Strange, la bande-son est travaillée. Il n'y en a pas un qui n'est pas travaillé. Chaque épisode a sa bande-son unique, que ce soit le premier, le Before the Storm, le 2, le True Color, celui d'après. Et dernier bon point, les évolutions de personnages et l'impact sur Daniel de nos choix. Je l'ai redit juste avant, mais l'évolution de personnage est bien écrite en soi, sauf des moments où je trouve ça un poil exagéré, comme la rébellion de Daniel, mais elle peut se faire peut-être, elle peut se comprendre, mais je trouve qu'elle est un poil exagérée. Mais du coup, les personnages évoluent. Daniel évolue en maturité, Sean aussi évolue en maturité, en parentalité. Au départ du premier épisode, on est en conflit direct avec Daniel, parce que voilà, c'est notre frère, on se chamaille, on se conflit, mais à la fin, en fait, on tient beaucoup à Daniel, et du coup, on est devenu un peu responsable, en fait. Maintenant, j'ai abordé des points négatifs, 4 points négatifs, en l'occurrence. La technique. Alors, les jeux Life is Strange n'ont jamais été les plus beaux jeux du monde. Voilà, ça a toujours été comme ça. Là, je trouve que la technique, voilà, il y a des moments, c'est pas beau, enfin, des moments, c'est bof, hein, vraiment. Maintenant, on joue pas pour ça, mais ça, voilà, ça se voit. Il y a des moments, ça se voit. Techniquement, c'est pas réussi 100% quand même. Ensuite, j'en ai parlé plus long, mais les messages anti-mexicains et pro-américains, alors, j'ai compris, ça dénonce. Mais tout le jeu, on nous bombarde de ça. Chaque épisode, on nous pilonne sur le fait de oui, t'as vu, c'est anti-mexicain, t'as vu, les États-Unis sont anti-mexicains, oui, t'as vu. Et je suis en mode ok, c'est gros, au bout d'un moment, c'est gros. J'ai compris, mais c'est gros, c'est trop.
c'est trop. Ensuite, j'ai trouvé que le premier, j'ai toujours dit, le premier Life is Strange, avec Max et Chloé, est pour moi un top 10, dans mon top 10 jeux vidéo, parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les pouvoirs, enfin, tout était génial. Celui-là, je le trouve quand même moins impactant. Life is Strange, le premier, on a un impact émotionnel immense, je trouve, qui est dans celui-là beaucoup moins présent que dans le 2. Même si le 2, il y en a des impacts, mais ils sont moins présents. Du coup, je trouve quand même qu'il est en deçà, quand même, du 1. Et enfin, ben, il n'y a aucun doublage français. Littéralement, aucun. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des sous-titres. Je vais prendre l'exemple de Life is Strange True Color qui est juste après. Ben là, il a eu de la VF. Là, il n'y a aucune VF. C'est dommage. Enfin, faites jusqu'au bout, quoi. C'est dommage. C'est un jeu narratif comme ça, c'est bien d'avoir des voix. Pour conclure, j'ai adoré ce jeu. Je vais pas mentir, j'ai quand même adoré ce jeu. Il y a des points négatifs, donc ça fait qu'il est en dessous du premier, clairement. Mais si je devais donner une note, ce serait 8 sur 10. 8 sur 10 parce que le jeu est génial. L'histoire est géniale, prenante. Elle se fait en 20 heures, 15-20 heures, donc c'est une bonne histoire quand même. Malgré quelques mauvais points, franchement, les personnages sont attachants, l'histoire elle est prenante, les choix sont poignants par moments. Du coup, ouais, 8 sur 10. Et c'est ce qui conclut du coup la critique. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre avis sur ce jeu, et je vous lirai avec plaisir. Bonne journée!